Bonjour à vous tous et toutes à la maison. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous vous proposons des lectures variées qui, nous l'espérons, sauront encore vous plaire. Alors, je salue Monique et Micheline qui nous dévoileront leur coup de cœur de la semaine. Alors, mais en première partie, nous recevons Madame Caroline Sarrazin, une autrice de la région qui nous parlera de son premier roman. Bonjour Madame Sarrazin. Bonjour. Alors, depuis que vous êtes toute petite, le dessin, la peinture, le chant, ça a occupé une grande partie de votre vie. Absolument. Mais là, l'écriture, elle est arrivée quand? La première rencontre avec l'écriture s'est faite un petit peu plus tard dans ma vie, au moment où j'étais propriétaire d'un cheval qui était assez particulier, et puis il se passait toujours des anecdotes assez cocasses. Et donc, le soir, quand j'arrivais à la maison, sur ma page Facebook, j'écrivais ce qui était arrivé. Puis, étant donné que j'aime bien faire rire les gens, j'en mettais un petit peu plus pour m'assurer que je garderais mon public vivant. Puis, c'est comme ça que l'écriture est venue. Puis, j'ai développé mon style. Et j'avais des retours aussi sur mon écriture qu'on disait que c'était très imagé, puis qu'ils aimaient me lire, puis qu'ils attendaient avec impatience ce que j'avais à dire. Donc, c'est venu comme ça, où là, je me suis dit, peut-être que l'écriture, c'est peut-être quelque chose que je pourrais exploiter. Oui. Et exploiter en écrivant un roman. Oui. Je vous dirais que ces gens-là qui me suivaient pendant 6 années m'ont talonné me disant, tu devrais écrire, tu devrais faire un roman. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, go, je me lance. Donc, en 2019 est paru Tout pour moi, Oui. Conte de fées pour Toutoune. Oui. Et donc, c'est votre premier roman. Comment vous est venue cette idée-là? Bien, c'est ça. Du moment où je me suis dit, OK, c'est beau, j'écris, j'ouvre les portes à l'écriture. OK, je vais écrire sur quoi? Là, tout était possible. Ben oui. Et puis, c'est en regardant une émission, entre autres, à la chaîne française, où c'était des hommes qui étaient là, puis eux autres préféraient les femmes rondes. Et je voyais que l'animatrice n'était pas d'accord avec eux, puis elle était très biaisée, cherchait à amener un petit peu l'émission dans ses croyances à elle. Et puis là, j'ai fait, quelle société qui veut toujours nous entrer dans un moule. J'ai dit, c'est ça. Mon héroïne, ça va être une toutoune. Je sais de quoi je parle. Ça va être elle, mon héroïne, c'est sûr. Donc, mon sujet est arrivé là. Et puis, un petit peu plus tard, c'est en regardant défiler un tapis rouge où j'ai vu, OK, les beaux acteurs sont où les toutounes? Au bras des beaux acteurs, il n'y en a pas. Ah, mais ça va être ça, mon histoire. Ça va être un acteur et une femme ronde. Et on part de là. Oui. Si on résume un petit peu votre roman, c'est l'histoire d'une maquilleuse. Oui. Qui est ronde, Oui. effectivement, et qui a vraiment un acteur, un comédien qu'elle adore, Oui. puis elle a l'occasion de le rencontrer. Oui. Et voilà. Oui. Oui. Donc, Elle le l'histoire- maquille, hein? Et, c'est ça. Donc, l'histoire, c'est qu'effectivement, sur le plateau sur lequel elle va travailler, c'est son acteur favori qui se présente. Donc, c'est comme incroyable, ça se peut pas. Et non seulement c'est incroyable, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle se rend compte qu'il lui démontre de l'intérêt. Puis là, elle ne croit pas, ça se peut pas. Donc, elle doit faire face à ses peurs, tout ce qui lui dit qu'elle n'est pas digne de, doit faire face à ça. Et c'est ça, l'histoire se déroule dans ce Puis, sens-là. à un moment donné, elle doit faire, avec la pression du star system qui tolère pas les modèles hors normes. Et là. voilà. Donc, je voulais ramener ce que moi, j'avais vécu en voyant l'émission à la chaîne française. Je voulais ramener cet élément-là. Et donc, oui, effectivement, elle se laisse aller, puis elle dit, OK, j'accepte ce qui se présente à moi, mais là, doit venir avec ça tout ce qui entoure un artiste, donc les médias, la télévision, les paparazzis. Donc, elle doit embarquer dans cet univers-là, puis c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on sait que les médias sociaux, les gens sur les médias sociaux peuvent être assez raides dans leurs commentaires et de voir leur acteur préféré avec quelqu'un qui est hors norme, c'est pas évident pour personne et pour les deux, pour l'acteur et Michel, l'héroïne, c'est pas évident non plus. Hein? Oui, exactement. Donc, c'est ça. Elle doit composer avec ça, doivent passer par-dessus des obstacles, puis
qu'est-ce qui se passe à la fin? Oh, à vous de le découvrir. Oui, c'est ça. Et fait inusité, et j'ai trouvé ça très original, c'est que dans votre roman, vous avez inséré un feuillet, signet. Un signet, merci. J'étais là, puis je cherchais. Un signet où, selon les chapitres, l'introduction et les différents chapitres, vous avez des mélodies qu'on peut écouter. Vous nommez des mélodies qu'on peut écouter. Comment vous est venue cette idée-là? Bien, ce qui arrive, c'est que j'aime beaucoup le cinéma et je suis très influencée par une productrice qui est Nancy Meyer, qui a produit des films incroyables, Quelque chose d'inattendu, Ce que femme veut. Et c'était un petit peu cet univers-là que je voulais décrire. Puis ce que j'adorais là-dedans, puis je viens d'un monde de musiciens, c'était les trames sonores. Et souvent, quand j'étais en train d'écrire, je me disais, c'est cette musique-là qui devrait jouer. Si c'est un film, c'est cette musique-là qui devrait jouer. Et là, je me disais, mais comment je peux faire? Je peux pas inscrire dans la marge. Comment? J'ai tout se fait, il faut le trouver. Et c'est ça, j'ai trouvé avec le signet, j'ai dit voilà, ceux qui vont vivre l'expérience, parce que je le présentais un petit peu comme un film papier, mon livre. Hein. C'est un petit peu monté un petit peu comme un film, donc je suggestion, j'ai beaucoup trop de lettres, aux gens d'écouter la musique en même temps qu'ils vont lire tel chapitre à tel endroit. Donc, ça m'est venu comme ça. C'est vraiment une inspiration parce que j'aime beaucoup. Mais c'est une bonne idée. Ben oui. Le film est tout le temps soutenu par de la musique. Oui. Pourquoi pas un roman? Et la musique suscite beaucoup plus d'émotions aussi. Hein? Oui. On va plus profondément dans les ressentis. Je trouve ça vraiment original et très intéressant. Et comme vous avez dit, on voit la musicienne en vous. Oui. Oui. Alors, moi, j'ai lu votre volume, j'ai trouvé que c'était simple, c'était fluide. Il y avait des touches d'humour aussi. Et en vous jasant ça, on voit bien là, que l'humour est présent dans votre vie. Et je me suis laissée aller à suivre l'histoire de Michel et à vivre ce qu'elle vivait. J'ai trouvé ça super intéressant. Vous nous avez parlé un petit peu de votre processus, là, mais vous, là, en tant qu'autrice d'un premier roman, comment vous avez fait? Quelle a été votre procédure pour écrire ce roman-là? Oui. Bien, tout d'abord, je voulais construire un petit peu, comme quand on raconte une histoire à quelqu'un, on dit, là, ils sont allés à tel endroit, puis après ça, il s'est passé ça, tout ça. Donc, on fait comme la charpente un petit peu de l'histoire. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai monté, je veux qu'il se passe ça, il faut absolument qu'il se passe tel élément, Donc, j'ai placé ça, et ensuite, j'ai placé je pourrais dire l'ossature, et ensuite, j'ai mis de la viande autour de l'os. Là, je partais, bon, OK, ici, je veux qu'il se passe ça, il faut que je le développe. Donc, je le développais comme ça, puis je connaissais déjà la fin. C'est ce qui est drôle. C'est mon premier, donc je ne connais pas les bonnes procédures, mais moi, je savais déjà comment ça terminait. Donc, je suis partie de là. J'ai dit, il faut en venir à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe au début? C'est comme ça que j'ai fait. J'ai vraiment monté là, les étapes. OK. Mais c'est vraiment intéressant. Et ce livre-là est disponible en bibliothèque. Oui. Mais on peut se le procurer où, si on voulait l'acheter? Oui. Donc, chez Bureau Pro Citation. Oui. À Victoriaville et aux autres endroits aussi. Il est dans leur banque de données, dans leur base de données. Donc, les gens peuvent taper le titre et aux autres bureaux pro peuvent se le procurer aussi, faire un transfert. Ou sinon, les gens peuvent communiquer avec moi là, via ma page Facebook, Caroline Sarrazin. Et puis, on peut faire comme ça aussi. Ah bon, mais c'est parfait. Vous avez sûrement un prochain projet d'écriture. Oui, d'ailleurs, on me demande la suite de cette histoire-là. Les gens qui ont, à l'unanimité, là, je suis un petit peu, je suis étonnée, agréablement surprise. Donc, oui, je travaille sur la suite. Et j'ai aussi l'autre projet, comme je vous disais, avec mon cheval fou. Donc, tout ce que j'ai pu poster sur Facebook, je m'excuse pour l'anglicisme, là, mais je vais en faire un recueil aussi. Là. Oh, oui. Je l'attends avec impatience. Je vous remercie beaucoup. Ça a été vraiment agréable et j'espère vous recevoir pour le deuxième roman et le troisième. Sûr. Merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, on va passer à Monique. Oui. Toi, tu vas nous parler des Mal-aimés. Oui, pauvres enfants. Alors, c'est un roman de Jean-Christophe Tixier. Jean-Christophe Tixier, c'est un Français qui a été pendant 20 ans dans l'enseignement et qui s'est lancé dans l'écriture à 38 ans. Les Mal-aimés,
qui a été publié, j'allais le dire au pluriel, qui a été publié en 2019. C'est son 3e roman et je me suis pris une note pour lire son 2e qui s'appelle « Dernière station ». Je l'ai tellement aimé que je me suis dit j'allais lire celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce roman? C'est une histoire intéressante parce que c'est une histoire qui est articulée. C'est une histoire complètement inventée, là. On s'entend, là, c'est pas un fait historique, mais c'est un fait historique par le contexte qui est décrit dans cet ouvrage. Alors, parmi les faits avérés, on sait qu'en France, au début du 20e siècle, il y avait des bagnes pour jeunes garçons et filles, vraiment pour des petits, là, de 8 ans à 12 ans, à 16 ans. On sait aussi que ces enfants étaient traités durement. D'ailleurs, au début de chaque chapitre, ils résument, ils vont dire Camille, entrée au bagne à 8 ans, morte à 12 ans. Là. Tu sais, c'est bon. On sait aussi que les locaux, c'est-à-dire les gens qui vivaient près du bagne, travaillaient dans ces bagnes, soit comme cantinières, médecins, gardiens, et que tous fermaient les yeux en se donnant bonne conscience, en disant, ben, après tout, ils sont mieux que dans la rue. Et il arrivait, et ça, c'est ce qui va donner la trame du roman, il arrivait que des gardiens facilitaient l'évasion de ces jeunes afin qu'ils soient, moyennant rétribution, récupérés par un voisin qui voulait s'offrir de la main-d'œuvre à bon marché. Alors, on dit ça se passe en France, mais il y a fort à parier que le modèle a été copié ailleurs. Alors, l'histoire se passe dans les Cévennes, 19 ans après la fermeture du bagne. La cantinière est devenue bâtardière, c'est-à-dire qu'elle élève des enfants qui lui sont confiés par l'administration publique, et on s'aperçoit qu'elle s'occupe davantage de ceux qui y arrivent un peu bien portants, les malingres, les chétifs, là, elle s'en occupe pas trop parce qu'elle, ce qu'elle veut, elle veut avoir de la main-d'œuvre à bon marché pour sa ferme et pour toutes les fermes environnantes qu'elle a bien l'intention d'acquérir. Alors, les anciens gardiens survivent comme ils peuvent sur leur ferme, mais voilà qu'une série de malheurs s'abat sur eux. Comme on est au début du 20e siècle, dans un milieu un peu reculé, ben là, la superstition s'enflamme. Et là, tout le monde se dit, bon, est-ce que ce sont les enfants qui ont été enterrés là, qui reviennent nous hanter, bon, etc. Et que s'est-il réellement passé il y a 20 ans quand le Petiot, je ne sais pas si on doit dire ça comme ça, s'est évadé du bagne. Et on apprend vite que ce petit-là, ben, on le fait évader pour qu'il soit récupéré, mais il est mort, le pauvre enfant. C'est un roman sur la cupidité. Hein? La vie humaine n'a pas vraiment d'importance. On est prêt à peu près à toutes les bassesses pour s'accaparer les terres du voisin. C'est un roman sur la complaisance. On ferme les yeux sur la souffrance des autres, comme celle de Blanche, qui est régulièrement abusée par son oncle Ernest. Sur la lâcheté, comme celle du docteur Morluc, qui se noie dans l'alcool. Bref, toute une série de personnages, tous plus intéressants les uns que les autres. Vous allez me dire, c'est noir? Oui, c'est noir, mais des fois, il faut être confronté à des romans comme ça pour être un peu plus sensible à la misère humaine. Alors, c'est un roman qui, même si à prime abord est peu réjouissant, ça m'a énormément intéressée. C'est ce mélange de faits avérés, de romances, qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur une réalité française, mais qui a sûrement été exportée. Et le style de l'auteur, qui est très syncopé, avec des phrases courtes, incisives, ça sert bien l'histoire. Moi, je l'ai lu d'une traite, là. C'est pas un très gros roman, peut-être 250 pages, mais je l'ai lu d'une traite et jamais je me suis ennuyée. J'ai toujours espéré une fin heureuse pour un des personnages. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Là. Pour tout le monde, là, c'est l'enfer, ce roman-là. Mais je vous le recommande. Je rappelle Les Mal-aimés de Jean-Christophe Tixier. Voilà. Merci beaucoup, Monique. Alors, toi, Micheline, tu nous parles de Louise Péné. Oui, alors, moi, je vous amène dans un monastère où il y a un moine qui est retrouvé mort.
Alors, qu'est-ce qui a causé son décès? Alors, on se retrouve dans un monastère là, où des moines membres de l'ordre des Gilbertins, qui est un ordre religieux qui a connu la réforme anglicane, l'Inquisition. Il y a des moines, il y a fort longtemps, là, sont arrivés incognito au Québec, quelque part en Estrie, en 1600. Et là, ils ont érigé un monastère qui s'appelle le monastère Saint-Gilbert d'Entre-les-Loups. Au fil des années, les moines s'y sont succédés et ont toujours continué d'y vivre cachés, coupés du monde, pour assurer la survie de leurs valeurs essentielles. Puis une de ces valeurs-là, c'est le plein chant, d'où origine le chant grégorien. Et ce chant-là, qui s'appelle le plein chant, c'est noté avec des neumes. Alors, qu'est-ce que c'est que les neumes? Ce sont des signes qui sont généralement placés au-dessus du texte, mais sans indication des intervalles. C'est simplement pour indiquer la hauteur. Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on baisse? Mais il n'y a aucun tempo. C'est juste pour aider les personnes qui chantaient le plein chant là, à retrouver la mélodie. Parce que tout était conservé juste par oreille, dans le temps. Alors, on dit que ces chants anciens-là, en grégorien, ont une grande influence sur les personnes, que la personne qui les chante est sur celle, autant sur les personnes qui les chantent que les personnes qui les écoutent. Que ces chants-là là, sont vraiment purs, qu'ils élèvent l'âme, qu'ils permettent d'entrer en contact avec le divin. Alors, ces 24 moines-là qui sont dans ce monastère-là, ils protègent justement les pleins chants qui sont écrits avec les neumes. Mais par la suite, la tradition a évolué, puis c'est sûr qu'il y a d'autres systèmes de notation qui sont utilisés aussi, là. Les moines ont enregistré un DVD de ces chants grégoriens-là, et c'est devenu un grand succès commercial. Ce qui a permis évidemment d'améliorer leurs conditions de vie, mais qui a apporté beaucoup de mécontentement, accusant les promoteurs de l'initiative de salir cette musique sacrée. Il y a des moines qui veulent un deuxième enregistrement, il y en a qui s'y opposent, et voilà qu'un des leurs est retrouvé mort. Alors, le père abbé, qui est comme le directeur du monastère, contacte la police, entre autres l'inspecteur Armand Gamache, et que tu connais bien et que vous connaissez bien, et son adjoint, son collègue Jean-Guy Baudouin. Parce que pour élucider les causes du décès, est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? Alors, les deux inspecteurs partagent la vie des moines durant quelques jours. Ils sont témoins des relations entre ces hommes qui ont vraiment choisi de vivre en communauté, là, une vie réglée à la minute près. Il y a des temps de prière, des temps de travail, des temps de partage, des temps pour socialiser, des temps de repos. Et ces 24 moines-là sont vraiment sans contact avec le monde extérieur. Et c'est pas toujours facile parce que chacun a sa personnalité, ses caractéristiques, ses blessures et ses défis. Les policiers les interrogent, évidemment, parce qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé. Mais les moines se confient plus par ce qu'ils ne disent pas. Alors, vous voyez la finesse de l'enquête. La clé de l'énigme est autour de la musique. Un moine est-il mort pour le bien du plus grand nombre? Alors, je vous laisse lire Le Beau Mystère, qui est le 15e roman de Louise Penny, qui est une auteure très bien connue. On sait qu'elle habite en Estrie, où se situe la plupart du temps le décor des enquêtes du fameux inspecteur Armand Gamache. Louise Penny a remporté à maintes reprises le prix Agatha pour le roman policier de l'année qui se conforme au genre de la grande Agatha. Ce sont toutes des intrigues policières, mais autour de ces intrigues-là, on parle toujours de la famille de l'inspecteur Gamache et de ses relations aussi avec son collègue et ses autres collègues. On peut lire l'auteur dans l'ordre ou dans le désordre parce qu'il y a toujours des notes là, qui nous disent ce qui s'est passé dans les romans précédents.
L'auteur se documente toujours très bien pour ses volumes. Dans celui-ci aussi, elle a beaucoup lu sur les effets de la musique sur le cerveau. Elle a séjourné dans un monastère. Elle nous dit aussi que c'est vrai là, que Saint-Gilbert a fondé des monastères d'hommes et de femmes en 1130 en Angleterre et en France, lesquels sont disparus en 1538 avec la dissolution des monastères. Mais ce monastère-là, Saint-Gilbert d'Entre-les-Loups, n'a jamais existé au Québec. Cependant, il y a le monastère Saint-Benoît-du-Lac qui est dans le coin, où vivent des moines bénédictins et où on peut aller. Et le Bourgmestir fait partie d'un parcours littéraire qui comprend aussi d'autres romans de Louise Penny. Et ce parcours littéraire-là, on peut le faire durant la saison touristique, là. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Micheline. Alors, moi, je vais vous parler de Manam, de Rima El Khoury. Alors, Rima El Khoury, elle est connue, elle est journaliste et chroniqueuse à la presse. En 2003, elle a été lauréate du prix Jules Fournier du Conseil supérieur de la langue française. C'est un prix qui est remis à un professionnel des médias de la presse écrite québécoise en reconnaissance de la qualité de la langue de son texte ou de ses textes. En 2014, elle a écrit « Pas envie d'être arabe » et en 2019, son premier roman, Manam, et il est classé dans les premiers des 100 livres à lire en 2019. Oh là là. Alors, inutile de vous dire que j'ai beaucoup apprécié. Pour Rima El Khoury, Manam, c'est un ouvrage de fiction, mais qui a comme toile de fond le génocide arménien en 1915, qui a mené à l'extermination d'1,5 million de personnes. Et ça, elle le dit, ce n'est malheureusement pas de la fiction. Dans ces personnes-là, il y avait des branches de son arbre généalogique. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Léa, une institutrice, une jeune institutrice, qui adore sa grand-mère, qui est d'origine, c'est au Québec que ça se passe, et qui est d'origine arménienne. Grand-mère en arabe, Teta. Alors, elle parle beaucoup de sa Teta. C'est sa grand-mère adorée. Elle parle peu, parce qu'elle a survécu au génocide et elle est arrivée au Québec et elle parle peu de la douleur, de toutes les souffrances qu'elle et sa famille ont vécues pour arriver au Québec. Et Léa aimerait ça, connaître ce qui s'est passé, tout ça, mais sa grand-mère est très peu volubile. Et au début, Léa est en Californie et sa mère l'appelle et lui dit « Tu sais, Teta, qui a 107 ans, est sur le point de mourir. Si tu veux lui parler une dernière fois, c'est le temps. » Alors, donc, elle l'appelle et il y a beaucoup, malgré l'horreur de ce qu'on peut comprendre du génocide, tout ça, de ce que les gens ont vécu, quand elle parle, il y a de la poésie là-dedans, il y a beaucoup de tendresse. Et puis, j'aimerais que vous parlez d'une formule qu'elle utilise quand elle parle à cet état pour la dernière fois. Puis, cette formule-là, ça veut dire, pour nous, « Comment vas-tu, grand-mère? » Elle lui dit « Shlonek ya teta ». Et je n'ai sûrement pas le bon accent, mais et ça se traduit par « De quelle couleur es-tu, mamie? » Vous voyez les émotions qui passent à travers ça, au lieu de dire simplement « Comment vas-tu? » Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Et sa grand-mère qui va mourir pas longtemps après, elle dit « J'essaie de faire preuve de sagesse ». Il y a beaucoup de citations de sages dans ça, c'est vraiment intéressant. Et Léa, qui est une jeune institutrice, elle, quand elle commence en début d'année avec les jeunes, elle leur montre le dictionnaire. Elle leur dit, vous avez tout ce qu'il faut pour découvrir le monde dans ce livre-là. Ce sont 26 lettres qui, enchaînées l'une à l'autre, vont pouvoir vous permettre de raconter ce que vous voulez raconter, même les souffrances, même les secrets, même le silence. Alors, c'est vraiment, là, vous voyez comment ça... Intéressant. Et puis, elle, sa grand-mère meurt, mais elle est insatisfaite. Et il y a une citation que je ne veux pas oublier quand sa grand-mère est enterrée. La narratrice, qui est Léa, dit « Lorsqu'ils mettent en terre le cercueil de ma Teta,
j'ai eu l'impression qu'on enterrait le coffre-fort de ma mémoire avant même que j'en en trouve la clé. Alors, pendant l'été, elle veut aller en Turquie et en Syrie, rencontrer des gens qui ont peut-être connu de sa famille, qui ont ou d'autres histoires d'Arméniens qui n'ont pas survécu, mais d'autres dont la famille a survécu. Alors, puis il y a tellement de belles citations là-dedans. À un moment donné, elle nous dit « La mémoire est un pays en soi, un jardin souverain où ce que l'on croit faner vit encore. » Moi, ça me transporte. C'est vraiment là, c'est vraiment beau, ça porte à réflexion. Il y a de la sérénité là-dedans. Puis, c'est aussi gibrant à un moment donné. C'est vraiment là, c'est vraiment beau. Et il y a une anecdote au départ du roman où elle raconte l'histoire d'un jeune homme dépressif, qui avait une jarre sur la tête et que personne pouvait enlever. Il vivait avec ça, ça l'empêchait de tout faire. Les parents en parlent à un médecin. Le médecin, il dit « Amenez-le-moi, je vais régler. » Et pour savoir, parce qu'il a réglé le problème, pour savoir comment il a réglé le problème, vous devrez lire le roman. J'adore quand je fais ça. Alors, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande fortement. C'est un ouvrage qu'on retrouve en bibliothèque ici. Alors, c'est intéressant. Et je vous remercie, mesdames, pour toutes ces belles lectures que nous procurons aux gens qui nous écoutent. Et j'aimerais terminer en vous citant l'écrivain et intellectuel italien Umberto Eco, qui est maintenant décédé, et qui a dit « Pour survivre, il faut raconter des histoires. » Moi, j'enchaînerai en disant « Pour garder ces histoires toujours vivantes, il faut les lire. » Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Sous-location et cession de bail. Au cours de la vie de locataire, plusieurs situations peuvent amener à devoir quitter son logement, comme l'achat d'une maison, un changement d'emploi ou un voyage. Un mythe voudrait que dans ces situations, un locataire puisse simplement donner 3 mois d'avis au locataire avant de quitter. C'est tout faux. Cela dépend de la durée du bail. Pour quitter, il y a entre autres 2 options possibles, la cession de bail et la sous-location. La cession de bail est une mesure permanente pour quitter son logement et consiste à transférer le bail à un autre locataire qui poursuit le bail au même coût et dans les mêmes conditions. La sous-location est un départ temporaire du logement et fait conserver au locataire la responsabilité de l'état des lieux et du paiement au locataire. Dans les 2 cas, l'avis du locataire et la réponse du locataire doivent se faire par écrit. Vous trouverez des renseignements supplémentaires et des modèles d'avis et de contrats sur le site de la Régie du logement dans les sections des avis et des fiches conseils.